négociable. Et sur les questions comme la lapidation, etc., là, c'est pas négociable. Le discours doit être clair et ferme. Mais pour le reste, il faut laisser ces sociétés mener leurs débats, y compris sur le voile et tout ça. Tariq Ramadan, est-ce qu'on peut attendre la même chose des frères musulmans, hein, de signer ce genre de contrat, en quelque sorte? Écoutez, qu'ils signent ou pas des contrats, je ne sais pas s'ils vont le faire. Toujours est-il que sur un certain nombre de points, de questions, sur par exemple la question de la participation des femmes aux jeux politiques, voire même de l'égalité, ils ont énormément évolué. Tous ont-ils évolué de la même façon? Non. Certains ont évolué et d'autres... La question de l'égalité homme-femme? Sur la question de l'égalité homme-femme, ils ont été, dans les avant-dernières élections, parmi ceux qui avaient mis en avant le plus de femmes par rapport aux autres partis politiques. C'est ça qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que c'était eux qui avaient mené une campagne pour que des femmes soient présentes. Donc, en l'occurrence, ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est que les mettre en face de vous signez ou alors on ne vous croit pas, ça ne marchera pas. Mais par contre, entrer dans un débat, et je crois qu'il faut confronter les vues, c'est ça qui est important. Et on s'apercevra qu'effectivement, Rached Ghannouchi, parmi tous les islamistes historiques, ça a été celui qui, depuis très très longtemps, a dit « je suis pour la démocratie », qui a fait avancer les choses dans le débat. Il a été de l'intérieur celui qui a bousculé des gens. Il s'était isolé à un moment donné. Donc arrêtez de présenter les choses de cette façon monolithique. Ça permettra à tout le monde de trouver une voie. Et l'autre chose qui est aussi nécessaire au-delà de l'angélisme, c'est de se rendre compte aujourd'hui que ces mouvements avec lesquels il faut discuter, c'est pas seulement cela le problème. On peut maintenant discuter en disant oui, c'est la question des femmes et tout ça. Il faut en discuter, il faut être sérieux. Maintenant, il faut qu'on pose la vraie question des enjeux régionaux. C'est-à-dire que ces mouvements-là sont clairement anti-américains. Ils sont clairement opposés à la politique de l'État d'Israël et ils sont opposés à cela aujourd'hui. Les Américains qui soutenaient le régime Moubarak. Mais oui, je veux dire, à partir d'un certain moment, il faut arrêter de jouer les angélismes sur les questions qui sont « ah, c'est ceci qui compte ». Vous pensez que véritablement, les Américains et les Européens s'intéressaient à la participation des femmes dans les sociétés arabes? Ils s'en moquent comme de l'an 14. Ce qui était intéressant, c'est protéger nos intérêts géostratégiques. Voilà. Parlons de cela aujourd'hui. On parle du vrai sujet. Voilà, je suis très contente parce que de quoi les gens ont vraiment peur? Oui, le commun des mortels ici, le grand public va dire où les islamistes vont arriver au pouvoir en Égypte. Mais de quoi les superpuissances ont vraiment peur qu'il arrive en Égypte? Que le peuple récupère la souveraineté du pays, qu'il dise ça, c'est nos richesses, c'est nos ressources, c'est notre intérêt national, c'est un désir de souveraineté, des richesses importantes, le contrôle du canal de Suez. C'est comme la Russie de Poutine qui a dit ça c'est notre gaz et ça c'est notre pétrole, on ne va pas le vendre à Exxon et à Chevron. Et ben l'Égypte, à un moment donné, une de ses revendications aujourd'hui dans la coalition qui se dessine, c'est l'autosuffisance alimentaire, la protection des industries locales. Et tout ça, c'est des intérêts de grandes puissances qui sont en jeu, c'est des contrats qui vont se perdre, c'est des affaires avec Israël, oui, potentiellement qui pourraient un petit peu tomber. Donc, la souveraineté de l'Égypte, est-ce que les grandes puissances vont accepter que ces pays du Moyen-Orient qui ont toujours été un petit peu asservis, et dont les marchés ont été ouverts comme ça pour qu'eux puissent dedans, est-ce qu'ils vont accepter que ces pays disent maintenant, fini, c'est à nous, c'est sous notre contrôle? Manon Chik, hein, d'ailleurs, vous aviez quelque chose à dire là-dessus, sur le rôle des Américains vis-à-vis de l'Égypte? Oui, c'est clair, ils perdent en plus un allié stratégique qui était l'allié qui pratiquait la torture. Il faut rappeler que les États-Unis ont sous-traité la torture à l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé des personnes qu'ils ont kidnappées, vraiment kidnappées, ou qu'ils ont achetées, par exemple, au Pakistan, des présumés terroristes, qu'ils ont déplacés en Tunisie, non, mais en Égypte, apparemment beaucoup plus, pour les torturer et leur soutirer des informations, ce qui apparemment n'a évidemment eu aucun effet sur la protection ensuite des États-Unis contre le terrorisme. Et au contraire, ça a provoqué une radicalisation de toute une série de mouvements. Donc on voit que là, les États-Unis ont évidemment une crainte claire en perdant leur allié Moubarak, c'est de perdre aussi cette possibilité, cette opportunité avec l'Égypte et du coup de devoir la chercher éventuellement ailleurs. Par contre, je pense qu'une chose très importante au niveau géopolitique, ce sera la stabilité vis-à-vis d'Israël. Moi, j'attends aussi des forces qui aujourd'hui vont remplacer Moubarak, qu'elles réaffirment leur attachement à la paix signée avec Israël. C'est un des premiers pays à avoir reconnu, et le seul avec la Jordanie à avoir reconnu Israël. Exactement, dans une logique d'évolution, de continuité, mais pas de rupture unilatérale. Ça, je crois que ça fait partie aussi de la responsabilité qu'on peut demander, pas seulement aux frères musulmans, mais à l'ensemble des forces démocratiques qui surgissent. Il y a quand même... Oui, mais j'aimerais vous rassurer, le peuple égyptien est un peuple très civilisé. L'Égypte et le peuple égyptien va respecter toutes ses obligations internationales pour une simple raison. Il n'y a aucun Égyptien qui a envie de rentrer en guerre
de nouveau avec Israël. Nous avons une seule envie, c'est de vivre. Donc les engagements internationaux, ils seront maintenus, mais peut-être pas aussi ouvertement et pas aussi carte blanche comme M. Moubarak l'a fait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte est devenue ouvertement anti-américaine. Les choses se sont calmées avec l'arrivée de M. Obama au pouvoir, parce qu'il avait du charisme, parce que les gens ont cru en lui. M. Moubarak, il traîne les pieds maintenant à prendre position et il perd sa popularité en Égypte. Et c'est ça le grand enjeu. Le peuple égyptien commence à être un peu fermé. Il regarde l'étranger comme étant son répresseur, l'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et si M. Obama n'agit pas assez vite et lâche pas M. Moubarak, le peuple égyptien ne peut pas lui faire confiance et ça pourrait influencer géopolitiquement. Il ne faut pas oublier que l'Égypte représente le tiers du monde arabe avec sa population. Le pays le plus peuplé du monde arabe. Il représente le tiers et je peux vous dire qu'aujourd'hui sur Internet, un simple tour sur Facebook, on peut percevoir qu'il y a des mouvements qui sont en train de se préparer dans plein de pays Alors justement, on va y arabes. venir. Hein. Justement, c'était le sujet de l'émission. La question, hein, l'effet domino, on a intitulé cette émission après la Tunisie, l'Égypte, qui d'autre? Monsieur Djalili? Mais pas de vin, hein, j'imagine bien. Pas de vin, mais enfin, il suffit de regarder les informations. Vous avez vu en Jordanie ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine. Donc en Jordanie, rappelez-nous. En Jordanie, le roi a dû démettre le Premier ministre et essayer de former un nouveau... Ça, c'est des signes de nervosité. Oui, parce qu'il y a énormément de manifestations, etc., de contestations. Au Yémen, la contestation existe. On parle maintenant que vendredi, il y aura un meeting à Damas, ça c'est un événement important parce que là c'est vraiment terriblement contrôlé. Mais je ne voudrais pas être le trouble-fête, mais je crois qu'il faut quand même être conscient des réalités. Peut-être je suis un peu plus vieux que les autres, je me rappelle quand Khomeini était à Paris, à Neuf-le-Château, il faisait exactement le même discours. Il disait les droits de l'homme, je suis le premier partisan. L'égalité entre femmes et hommes, je suis le premier partisan. Il a dit tout cela. La démocratie, je ne connais que ça. Alors, les politiciens et les mouvements extrémistes sont des mouvements politiques aussi. Il ne faut pas croire, il ne faut pas tomber dans l'angélisme, justement, de croire ce qu'ils disent quand ils ne sont pas au pouvoir et ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir. Nous le connaissons, ces phénomènes, même en Europe occidentale. Donc, soyons mesurés et prudents dans nos réflexions. Ou sinon... Professeur, je crois qu'il faut ne pas comparer l'Iran à l'Égypte ou à la Tunisie. En Iran, nous avons un clergé chiite. Le chef du clergé dispose de la politique et peut énoncer la politique comme il le veut et influencer le pouvoir et la masse. Nous sommes là face à autre chose en Tunisie, en Égypte. C'est un discours qui peut changer quand même avant la prise de pouvoir et après. Mais ça laisse dans cette communauté une grande liberté au peuple de refuser lorsque cela ne répond pas à ses aspirations. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas un chapeau, il n'y a pas une chape qui va s'installer sur le plan religieux pour décider de ce que le peuple doit choisir comme politique. Dans les pays sunnites, je crois que le peuple a la possibilité de pouvoir dire non lorsque se préparerait une dictature religieuse. Parce que il me semble aujourd'hui dans les pays arabes, les gens du peuple sont fatigués de toutes les dictatures et ils diront aussi bien non à cette dictature militaire qui ne cesse de durer et à toute autre dictature aussi bien religieuse. Monsieur Djalili, j'espère que ça sera comme ça. C'est mon vœu le plus pieux, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est ça, en politique, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, je voudrais vous dire aussi que le peuple iranien, en 2009, au mois de juin 2009, s'est soulevé. On parle aujourd'hui d'1 million de personnes en Égypte. Il y a eu 3 millions de personnes qui ont circulé à Téhéran pour rejeter le régime. Le résultat, c'est une répression féroce, comme son président. Alors, peut-être que chat échaudé, vous savez... Tariq Ramadan. Non, mais je crois que l'appel que vous faites est un appel de sagesse. C'est-à-dire qu'il faut, de ce point de vue-là, entrer en débat et être prudent
Oui, raison gardée. Les propos de tout politique avant les élections ne sont pas les mêmes d'après les élections dans toutes les démocraties. Mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que même dans le discours, il y a des risques. Il y a des risques et il faut véritablement poser ces questions-là. Il y a deux choses par rapport à l'effet domino, mais aussi la question que nous avons abordée tout à l'heure, quand vous disiez il faut absolument rester sur les accords de Camp David ou continuer le processus de paix. Je ne sais pas si vous avez entendu il y a 2 jours, le gouvernement israélien appelait les Américains à soutenir Moubarak. C'est-à-dire appeler aujourd'hui le fait qu'on veut des dictatures tout autour de nous parce que c'est le seul moyen de préserver notre stabilité. Sachant que les peuples ne sont pas d'accord. Une des choses qui a mis le peuple égyptien en ébullition, c'est l'annonce par le gouvernement égyptien de construire un mur souterrain entre Gaza et l'Égypte pour empêcher la communication avec Gaza alors qu'ils étaient sous un massacre, parce que c'était un massacre. Aujourd'hui, il faut absolument, quand on entre en contact avec l'ensemble de cette région-là, comprendre 2 choses. C'est qu'il faut un processus de paix, et il faut un processus de paix qui soit autrement plus sérieux que les termes qui sont imposés par le gouvernement israélien aujourd'hui. Et ça, les peuples le refusent. Alors, Antonio Guterres, c'est après... Et la dernière des choses, c'est que l'effet domino, c'est un effet... Si l'Égypte tombe, et elle est en train de tomber, c'est certain que les autres peuples se réveillent. Et là, les mesures préventives qu'a pris le roi Abdallah en Jordanie ont été prises la semaine dernière par le gouvernement syrien. Donc, ils ont tous peur et quelque chose peut se passer, effectivement. Alors, juste peut-être, Afid Ouardiri, j'aimerais juste peut-être faire intervenir M. Ouardiri. Vous êtes d'origine algérienne. Le cas de l'Algérie? Moi, je suis d'origine marocaine par mon père et algérienne par ma mère. Ce qui fait que j'attends deux événements extraordinaires. Du Maroc et de l'Algérie, ça tombe bien. On va faire d'une pierre deux coups. La chute d'un monarque et la chute d'un dictateur qui est entouré par des généraux. Oui, l'Algérie, je crois qu'elle a subi quelque chose de terrible. Il faut qu'elle se remette de ce qu'elle a subi. On voit aujourd'hui des manifestations à Alger. Et ces manifestations qu'on prétend être des manifestations à cause du prix du pain ou à cause du prix de l'huile, c'est encore une fois des manifestations qui montrent combien ce peuple est assoiffé de liberté, est assoiffé de démocratie, puis il a envie de récupérer cette démocratie qu'on lui a confisquée. Donc ça va se passer. Mais vous savez, les pays sont différents, leurs structures sont différentes, les moyens dont disposent les pouvoirs sont différents. L'Algérie a un sac de milliards de dollars, elle peut plus ou moins faire acheter le silence des plus démunis. Donc, il n'y a pas un risque de chaos. Il n'y a pas un risque de chaos quand même si tous les pays arabes se mettent à faire la révolution. Vous savez, en 1789, il y avait aussi le risque de chaos qui a été suivi par la terreur et tout cela. Puis finalement, la démocratie s'est installée. La soupape du monde unipolaire qui règne depuis la fin de la guerre froide est en train d'exploser. Donc le monde unipolaire régi par les États-Unis est en train, on assiste à la fin de ça, de même qu'on assiste à la fin de Bretton Woods d'ailleurs. Il y a une redistribution des cartes qui est phénoménale, fin du système monétaire basé sur le dollar, fin du monde unipolaire, et ça a fait lâcher un peu toutes les ficelles qui tenaient le Moyen-Orient. Et donc c'est un chaos, mais je pense un chaos positif parce qu'on va voir une redistribution des cartes dans laquelle, oui, il faut être complètement ouvert à tous les accords existants dans la région et imaginer vraiment un changement qui va prendre beaucoup d'années, mais qui est vraiment lancé. Monsieur Djalili, peut-être une poudrière poudrière, non, je crois que ça c'est des expressions très, excusez-moi, journalistiques qu'on voit dans la presse. Poudrière, non, je ne pense pas, mais nous sommes en train d'assister à une transformation géopolitique de la région. Et si il y a cette transformation géopolitique, de cette région ultra sensible qu'est le Moyen-Orient, c'est une transformation du système international dans sa globalité. Donc, il faut suivre ces événements, il faut être très attentif. C'est ça que nous vivons une très belle époque, il ne faut pas... Il y a un enjeu de transition douce. Je crois que ce soit qu'au niveau géopolitique, où on parlait avant l'intégration des mouvements islamistes qui, ma foi, existent et qui ont aussi une légitimité démocratique. Leur intégration douce et structurée avec certaines garanties, et c'est là où il n'y a pas d'angélisme, c'est qu'il faut des garanties. Par exemple, il n'y a pas de candidat à la présidence, ni en Tunisie, ni en Égypte, des mouvements islamistes, et c'est très bien que ça le soit.